Arratsaldeon beraz, Lurramaren bigarren eguneko arratsaldeko lehen eta main ingururat. Arratsalde honetan aipatuko ditugun gaiak izanen da mendiko laborantzan laborariek nola lan egiten duten. Eta karia hortarat, lau persona dituten inguruan, lau laborari, aurkeztuko ditut, eta gero izanen da hitz hartze desberdin zunbait, eien etxaldea aurkeztuko dute, eta nola lan egiten duten, eta erakutsiko ere bai eien etxaldean. Beraz, ene eskerritik eskuineat, barkatu, ez da lau laborari, hiru laborari eta animatzaile bat. Guillaume Caballez, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako eta teknikalaria da, eta aurkeztuko dauku azken urteetan hegoaldeko egitura batzuekin Life Oreka mendian deitzen den eta lan baten emaitza parte bat. Ikusiko zute, emaitza parte hori izanen da gure Ipar Euskal Herriko Natura 2000 izenatuak diren mendietan paisaia nola aldatu den. Eta bera mintzatu ondoren, hitza pasatuko dut lehenik nire eskuinean den Mirentxu Euskiri, arnegikoa dela, mendia baliatzen du, eta esplikatuko dugu bere etxaldea zer den, eta mendi hori nola baliatzen duen. Ondotik Frantxoa Mosori, Baigorriarra, berak ere mendia baliatzen du pixka bat beste molde batean. Iani ere bai, Ian Fonjo herritik heldu da, Od departamentuan dena. Mendigunea da, baina ikusiko zute beste herri bat da, arrunt, eta beste klima bat, beste mendia baliatzeko molde bat ere bai, beraz ekokotasuna emaen dauku hango egoeraz. Eta finitzean emaen dakot hitza Monik Zauti, hau Lakarri Araneko eta etxalde batean dena, eta berak esplikatu du fite-fite bere etxaldea nola duen mendia baliatzen, eta sutut gai berezi bat etxalde tipien gaia eta aipatuko dauku. Beraz, Guillaume, hiri hitza. Bonjour à tous. Alors moi la présentation je vais la faire en français. Iker l'a dit, je suis technicien à Laborantza Gambara et je m'occupe de toutes les questions liées à la montagne et à l'environnement. J'ai un petit support moi à vous présenter là pour introduire cette table ronde. Donc Iker l'a dit, on a travaillé en fait avec des partenaires du Pays Basque Sud depuis 2016 sur un programme LIFE intitulé Oreka Mondian, donc équilibre de la montagne, où il a été question d'un tas de choses. On a traité de la qualité fourragère, on a traité de l'évolution des paysages, on a traité de la structure de la végétation, et tout ça dans le but de mieux connaître les milieux agro-pastoraux. Voilà, en fait, d'apporter des outils d'aide à la gestion, à la décision pour les gestionnaires d'estive, pour les éleveurs transhumants, voilà, toutes ces questions-là. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter tout ça, je fais juste un focus vraiment sur la partie paysage qui sera après plus détaillée par mes collègues ici, paysans, qui eux font la pratique sur la montagne. Donc, première chose, pour dresser un peu le contexte, c'est très schématique ce que je vais dire, il y a plein de spécificités de territoires à décliner selon les vallées, etc. Mais globalement, la montagne pastorale en Pays Basque, telle qu'elle est utilisée par les éleveurs transhumants, c'est trois grands secteurs géographiques étagés. Donc l'estive, la haute estive, là où les éleveurs transhument pendant l'été, les zones intermédiaires qui font un peu l'interface entre les fermes en bas et la zone d'estive de transhumance. Et bien sûr les fonds de vallée, là on va retrouver les prairies, éventuellement les cultures et surtout les sièges d'exploitation. Donc ce paysage, donc il évolue depuis 60 ans globalement. Nous en tout cas on a essayé de faire une analyse sur cette échelle de temps là, parce que c'est uniquement il y a 60 ans qu'on a commencé à avoir des photos aériennes. Je vais détailler tout ça. Donc ce paysage il évolue avec des conséquences. Ce qu'on observe là aujourd'hui avec les données chiffrées qu'on a à Laborantza Gambara, avec le suivi qu'on fait auprès des gestionnaires d'estive, des éleveurs transhumants, c'est que toute la partie d'estive, si
les modes de conduite, si la gestion n'est pas vraiment suivie. Ce qu'on peut observer, c'est du surpâturage, ou bien sur la partie dite des zones intermédiaires, des secteurs qui se ferment, qui s'embroussaillent parce que moins utilisés qu'auparavant, ou encore sur le fond de vallée, via le remembrement, des choses qui se sont passées ces dernières années, on observe des plus gros systèmes d'exploitation avec des rassemblements de parcelles. Ça a été dit aussi, mais rapidement, le périmètre sur lequel nous on a fait notre étude, c'était la contrainte du projet LIFE, c'était de faire ça uniquement sur les sites Natura 2000 du Pays Basque. Il faut savoir que une grosse partie de la montagne basque est quand même concernée par des sites Natura 2000. Donc là, vous avez tout à l'ouest le massif de la Rune, Mondara-Artsamensi, le Baïgoura, la vallée de Baïgouri, la Cise, les Arbailles et les montagnes de la Haute-Soule. Donc pour la partie paysage, ce qu'on a fait, je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé d'évolution de 60 ans. Alors pourquoi 60 ans? Parce qu'en fait les premières photographies aériennes qu'on a de toute la montagne basque, ça date des années 1950. Et en fait ce qu'on s'est attaché à faire, c'est vraiment à cartographier tout ce qui a pu changer à l'échelle de ces photos aériennes sur les milieux agropastoraux entre 1950 et 2015. Donc en gros c'était dessiner tous les petits changements. Donc tous les petits changements qu'on a essayé de suivre, je vais vous donner quelques exemples. Globalement, c'est le boisement. Là, c'est un exemple du secteur de l'Acari. L'Acari, on a à gauche la photo de 1950 et aujourd'hui, la photo de 2015. Ça se voit assez vite, hein, tous ces secteurs-là, aujourd'hui, c'est du bois. Voilà, c'est des secteurs qui se sont globalement boisés. Donc ça, on a essayé de l'analyser. Pareil, des secteurs qui étaient déjà en bois, où le bois s'est complètement densifié. C'est la différence qu'on note là sur les deux secteurs qui sont en jaune. Donc ça, c'est le secteur de l'Arcebeau. A l'inverse, il y a aussi des zones où ça s'est déboisé. Donc là, on est passé en fait de massifs, de petits bosquets ou massifs forestiers à des parcelles cultivées en prairie ou en culture aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple sur la commune du Repel. La même chose a été faite sur l'enfrichement. Alors l'enfrichement, c'est un peu plus délicat à observer sur les photos aériennes, mais globalement, ça s'observe par la nature de la photo. C'est-à-dire que là, c'est sur le secteur d'Espelette, c'est le flanc du Mont d'Arin, pour ceux qui connaissent. Et en 2015, c'était une zone ouverte, au pacage, où les animaux allaient. Et on observe qu'aujourd'hui, avec la photo aérienne de 2015, c'est un secteur qui est un peu délaissé. Il y a beaucoup moins d'animaux qui y vont, a priori, vu la tête de la végétation sur la photo actuelle. Et à l'inverse, pareil, des zones où ça a été défriché. Donc là, on est sur Esteren Subi, une zone de pacage ouverte, qu'on peut imaginer il y a 60 ans complètement ouverte, où plusieurs troupeaux allaient, sont devenues aujourd'hui des choses plus privées, plus segmentées, où on voit apparaître des parcelles où sont faites le foin. Voilà, par exemple, là, ce qui est en bas, j'imagine, ça a été fauché. Donc là, en fait, tout un espace ouvert est devenu des parcelles découpées. Et les quelques derniers éléments, l'artificialisation, ça aussi on l'a intégré, c'est-à-dire les endroits où les milieux agropastoraux, les parcours, etc. sont devenus des habitations ou des sièges d'exploitation. Donc ça c'est un exemple sur la commune de Bidaraï. Et bien sûr on a les estives, j'en ai parlé tout à l'heure, les estives c'est quand même globalement stable, même en 60 ans. Là c'est un exemple du massif des Arbailles, là ici c'est l'auberge d'Ahuski, pour ceux qui connaissent, et les limites forestières ici, elles n'ont quasiment pas changé, quoi. La pression pastorale est toujours là, l'activité pastorale aussi, fait que c'est des endroits quand même très stables. Donc comment ça se traduit derrière? Donc tous ces petites dynamiques, ces changements, on a essayé de les cartographier du coup à l'échelle des sites Natura 2000. Donc je ne vais pas tout vous présenter, mais juste faire un zoom sur certains sites un peu emblématiques. Là, c'est l'exemple du massif de la Rune. Le massif de la Rune, le plus à l'ouest du Pays Basque. Et en fait, on voit que toutes les taches colorées, c'est toutes les zones qui ont évolué en 60 ans. À l'inverse, tout ce qui n'est pas coloré, c'est les choses qui sont restées stables pendant 60 ans. Et on voit que sur ce secteur-là, il y a quand même énormément de changements. On a essayé de sortir un graphe pour avoir un peu des données chiffrées sur ce qui a évolué. À l'échelle du massif, il y a presque plus de 1200 hectares qui se sont boisés en 60 ans. À l'échelle d'un massif qui fait 6000 hectares, c'est quand même beaucoup, quoi. Voilà. On a des secteurs un peu différents. Donc tout ce qui est en vert, c'est le boisement. Tout ce qui est en marron, c'est l'enfrichement. Et ce qui est en orange, c'est le défrichement. Voilà. Tout à l'heure, j'en ai parlé du défrichement. On voit qu'il y a quelques coins un peu particuliers sur les coteaux de la commune de Sarre. Il y a pas mal de zones qui sont à proximité des exploitations et qui ont à l'inverse
Le milieu agropastoral a été transformé en prairies amendées et clôtures telles qu'on les connaît. On a fait la même chose donc sur la vallée de Baïgori. Là, sur la vallée de Baïgori, c'est une autre dynamique, on va dire. On observe que le plus gros changement, c'est tous les espaces boisés qui devaient être packagés il y a une soixantaine d'années, se sont aujourd'hui densifiés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'arbres qu'il y a 60 ans. C'est-à-dire que l'utilisation pastorale sur ces secteurs-là, elle a changé parce qu'elle s'est concentrée sur les zones dites d'estive, qui elles n'ont pas bougé. À l'échelle du site, là, il y a 2200 et quelques hectares qui se sont densifiés en bois, mais qui étaient déjà bois à l'origine. Après, ce qu'on voit par contre, c'est tout le pourtour des estives, là où il y a les sièges d'exploitation, en fait, il y a eu un changement qui s'est fait en fonction du potentiel de mécanisation des parcelles. C'est-à-dire que c'était mécanisable, on a pu en faire des prairies, on a pu les amender, etc. Donc c'est tout ce qu'on va observer en orange ou en rouge. Tous les secteurs qui, à l'inverse, étaient très accidentés, très difficilement exploitables, sont partis à la friche ou au bois. Et dernière chose, on va tout à l'est, donc le massif des Arbailles, là c'est juste visuel ce que je vous montre, c'est-à-dire qu'à l'échelle du site, il y a quand même beaucoup moins de couleurs que sur les précédents sites, C'est un secteur qui est quand même encore très préservé, si je puis dire, où il y a encore beaucoup d'activités pastorales, beaucoup de pratiques agricoles en montagne qui font que le paysage en fait s'est maintenu finalement en 60 ans. Là, je vous avais donné l'exemple tout à l'heure du secteur des Arbailles de l'auberge des Huskies. Voilà, on voit que ça n'a pas du tout bougé. Béarolégui, vers Saint-Justibar, tous les secteurs, là c'est le Belchou, tous ces secteurs-là, ils ont pas du tout changé. Alors évidemment, notre analyse, elle n'est pas allée jusqu'à est-ce que la végétation derrière, elle a changé. Là, on fait juste une structure, on voit, qui se verrait à la photo aérienne. Voilà. Mais en fait, tout ça, ça s'explique par, donc je l'ai dit, un peu les activités agricoles à la montagne. Donc on a essayé de représenter très schématiquement comment s'organiser, parce que là on a juste vu des photos aériennes, mais comment s'organiser l'activité agricole sur la montagne il y a une soixantaine d'années, donc fin 19e, début 20e avant-guerre, et aujourd'hui comment c'est. La grosse différence entre les deux, c'est qu'avant on avait beaucoup de landes ouvertes au package collectif, utilisées par plein de petits troupeaux, et qu'aujourd'hui, en fait, ce paysage, il s'est un peu segmenté. C'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais pour Baïgori tout à l'heure, tous les secteurs où on pouvait mécaniser, y aller avec des outils, etc., c'est devenu des prairies temporaires, des prairies permanentes. Et tout ce qu'il y avait au pourtour des fermes, qui étaient des toutes petites parcelles très diversifiées, on faisait tout un tas de cultures, sont devenues des plus grandes parcelles, et sur lesquelles on fait majoritairement de la prairie ici au Pays Basque. Voilà globalement moi ce que j'avais à vous présenter sur cette partie paysagère. Je vais laisser la parole aux paysans. Bai, mil esker Guillaume. Ikusten da beraz duela 60 urte egindako argazkiak mintzarazteko moldea badela. Eta evoluzione horien ikertzeko izari bat emaiteko ere, zonbat milaka hektarea diren zezentsua joan, eta interesanta da, denbora pixka bat hartzea gauza horien ikusteko. Uste dut konklusione bat ulertzen dela, eta Guillaumek erranetarik, eta da, aldatu ez den lekuan, erran dut paisaia ezpada moitu laborarien ekintzak beti hor direla erran nahi du, eta beste leku batzuetan paisaia mugitu da, eta hor ere, doike, laborarien praktika horiek aldatu dira. Beraz, hitza pasatuko dut orain Mirentxuri, mendia baliatzen duen eta arnegiko laborari bati, galdatuz presentadezan bere txaldea, eta bereziki mendia baliatzeko bere moldea, eta azpimarratzea behar bada beretako mendia baliatze hortan zer diren puntu nagusiak. 7-8 minuta. Atxaldeon deneri. Beraz, ikerrek hartan zuen bezala ni instalatianiz ahnegin, beraz, doni behane garaziko ondoko egitipi batean. Gure txaldean beraz ari gira anaiarekin, biak plantatiak gira eta gure burasoak ere hor dira, gure launtzeko. Gure txaldeak beraz 10 hektara pentze ditu ahnegin berean eta gero alokatzen ditugu amikusek aldean neguko bazkak.
350 bat ardi gehien ditugu, buru beltzak eta buru gojiak. 350. Zuela fitemintzoniz. Eta beraz gure sisteman guai ardiak erditzen ari dira, azaro abenduan. Eta gero mendiaren baliatzeko maiatzaren 15 goiti abian gira eielajeko saro batetat, urkulu deitzen dena. Beraz hor 1300 metrotan gira, etxetik 21 kilometro dira, etxaldetik, eta oinez ere maiten ditugu ardiak. Eta han egoiten 21 kilometro. Eta beraz maiatzaren 15etik urriaren 15era egoiten gira han. Han deizten dugu eta gaznatzen dugu, hilabete bat eta erdiz. Hau da maiatzaren 15etik ustaila astapenerat. Eta beraz mendia saro bat badugu, parte bat aezkoako ibajean dena. Eta beraz saro hori baliatzen dugu, edo zatitua dugu Natura 2000 zonalde bat baita ere, 4 eremutan. Beraz, 4 eremu horiek baliatzen ditugu aroaren arabera. Aro ede jabarimada joanen gira gehiago parte batetat, aro txajabarimada beste batetat. Eta goizetan egiten duguna da ardiak deitzi ondoan batek gaznatzen du, eta besteak ardiak alazten ditu, beraz, aroaren arabera eremu batean edo bestean. Hortengo idortea bezalako urte batean, untsa gerida eta oartu gira zinez importanta dela ardiak ere maitea nahi dugun ere murat, bestenaz biztan dena gurmantak baitira abian dira belar finena den lekurat. Eta horrek permititu dauku aurten bezalako urte batean, zinez mendia zaintzea, belarra ere atxikitzea ahal bezain bat, aroak ez dauku eman xantza hainitz, baina ere alarazi ditugu parte batzun, unardiak ez diren bakarrik abian, litsa baita, malda baita, eta leku horiek ez baditugu guk alarazten leku horietan ez dira abian beren baitaik, eta leku horiek zikintzen dira. Litsa biziki fite heldu da, eta ardiak ez dira gehiago pasten. Beraz, lan hori importanta da, ardien gibiletik egoitea. Horrek suposatzen du ejaparoa ere badela, zenta gehienetan hori da guai problema etxaldeetan. Badira etxaldeko lanak, bada bortuko lana, belak sasoina da ere behmementoan, eta ez da denetan izaiten al. Beraz, guk xantza dugu gure etxaldean ono aitamak ere hor baititugu eta laguntzen baigituzte. Baina negia da etxalde gehienetan guai pertsona bat edo bidirela eta ez da denetan izaiten al. Beraz, bortuaren erabilpena ere ahalden bezala egiten da, baina egiten da ono, hori puntu baiko bada. Eta beraz, urriaren 15 hartiogu egoiten gira bortu hortan tropa guziarekin. Sasoin finitziat laguntzen ditugu harto pixka batekin, aski gora baigira eta gero asurka ere untsa prestatzeko. Eta gero urriaren 15ean berriz jausten gira etxalderat. Etxaldean atxikitzen ditugu ardi batzu eta beste batzu ere maiten ditugu beraz bazketat amikusek aldeat. Eta hola ibiltzen gira negu guzian ardi batzu bazketan, beste batzu etxean eta joan dinka. Mendiaren baliatzeak ekartzen daukuna gure etxaldeari eta mendialdeko etxalde tipi hainitzeri da udan eta urtearen parte handi batean etxaldea ustea eta belak eta soruen biltzea, zuainen biltzea neguko bazka gisa. Eta troparen dako ere sanoa da. Nahi du gau eta egun kanpoan dira, mendian dira, edo zoin aro izanike, euria gau edekak. Eta horrek troparen dako onurak baditu, sanitarioki eta ardiak ere azkarrago dira, eta asuriak ere. Hori importanta da, azkuntza ere maiten dugu eta negoiten dira. Beraz, usaia hartzen dute, ardi gehienekin, mendia ezagutzen, aroaren arabera ere troparekin egoiten dira, eta urte batetik besterat ere transmisioa egiten da gehienetaik azkuntzarat. Eta bide beretik, mendia ere entretenitzen dugu, horrek nahi du ere, numait gure ahi inoa ekartzen dugula, bedenek baliatzen dugun mendiari, leku batzu zikinduko baitzinen bestenez ez bali madira tropak pasten. Eta alatzeak ez du batzuetan dena egiten, beraz mendiaren parte bat ere egetzen dugu primaderan. Egetzeak ekartzen dauku ala mendiaren garbitzea eta belar pusa ere
akulatzea eta gero giletik ardiekin hobekio baliatzea. Erretzea ez da bakarrik pentsatu behar, praktika bat bezala lotu behar da beti alatzearekin, alapidea berriz pizteko, eta ez dugu saro guzia erretzen, baina parte batzu eta ez urte guziz. Hori ere importanta da, zenta bestenez badirareko batzu zinez ez ginituzkenak berriz baliatzen al, eta ardiak ez ziren joanen ez da atxikiz ere, ez baitzuten atsemanen behar dutena. Eta beraz, alatzea, egitzea edo girobroiatzea denak dira praktika batzu mendiaren garbi atxikitzeko, beraz bakotsak atsemanen du bere garbitasunaren definizioa, baina azkenean da gu laborari gisa mendia baliatzen dugu eta beharrezkoa dugu, ez baititugu ardiak atxikitzen alko etxalde sobera tipia dugu edo tropa hasteko, tropa guzia ez ginuke atxikitzen al, eta ez dugu ikusten gure sisteman mendia gabe. Beraz, guri hasteko importanta zauku mendira joaitia, mendia baliatzea, albezain untsa, mendian egoitea ere, gure aitamak egoiten dira etxola bat badugu eta han egoiten dira 5 hilabetez. Guri birmentitzen dauko azkenean etxaldean ere lanak egitea eta anaiarekin beraz joan dinka ibiltzen gira egun guziz goizatx ardi deizteko eta gaznatzeko. Beraz berriz ere repikatzen dut gure sisteman mendia beharrezkoa da eta baliatzen aldugu ere hola erraparoa baitugu etxaldean. Ez da bestek ere erten algote, baina ez da etxalde guzietan berdin. Eta horretan finituko dut. Bai, Miresker Mirentxu, denbora errespetaturik eta gai guziak uste dut aipaturik, zuen petxatu azinituenak, hasteko. Itza emanen dut bai eta Frantxori, hi baigorri naiz eta plantatia, eta beraz, ide mendiaren baliatze hori pixka bat deskripatzen alduk, eta behar bada azpimarratuz, gauza bat ire etxaldean uste diat justu mendi etxeari kontra duk, mendiari kontra, ire etxea, aipatzen albaituk mendiko laborantzaren berezitasun batzuk mendia definizionez baita horretia. Etxaldean deneri, berak aipatu duen bezala, ni baigorrin kokatia da gure etxaldea, ezagutzen dutenak mentuaz oilandoi mendiaren pekaldean. Lan egiten dut 22 hektara pentzen gainean eta beste 7-8 hektara lage, gana baita horretara 31 hektara. Lan egiten duten emaztearekin, baditugu 3 bat ardi erditzeko, gehi 15 bat behi, aragitakoak. Esnia dena saltzen dugu oso irrati AOP sohmarkan dena. Ez dugu gaznatzen, Mirentxu bezala. Menturaz hasiko gira nazbait, baina gure idaietan da. Zer egan guk enetxaldeak kokatzen da behaz mendigunean, 500 metra altu da. Lur harinak ditugu, legarria da gure etxearen izena, etzakoten debaldetan emana, harri asko atxemaiten da, beraz ez dugu pentzia baizik ereiten ala, pentze zaharrak ditugu. Hene etxaldea, azken etxaldea da mendiari urbil, beraz dugu abantai bat ere, guk ez dugu 20 kilometra egiten gure artaldearekin, guk arteiko atea zalbaldu eta mendira doatzi ardiak kasik berak. Aste batez laguntzen ditugu, hasten gira maiatzaren lehenian joiten dira azkuntza, gazteak, guk ere amikuzen egoiten dira horiek neguan, eta maiatzaren lehenian joiten dira goiti, eta gero gure ardi deiztekoekin hasten gira ekaina hastapenean,
Beraz, egunaz igortzen ditugu bortura, bortura ez da bortua, dira arteko mendi tipe batzu, zon intermediak deitzen diren horik, kokatzen da 500 metra eta 800 metra artean. Beraz, erakusten dugu bizpailu egunez ardier alapidia, eta gero kasik beren baita joaiten dira, eta bada arrazo bat beren baita ikeri egiten dira. Zomet aldiz behar da han egon berriz pusatzeko, eta beti zaldari aukaiten dute deizteko, beraz ardite irat nahi dute horbildu, nahi bezan fite. Hori hola da, badu bere antaila urbil baigira, beraz kakotxen artean beti hor gira, so begipian ditugu, beraz erresago da ere. Beraz, hola, baliatzen dugu uztaila hastapen artio, mendi hori, goizetan igorri atxetan ekarri deizteko, eta bihamunean berriz igorri, eta behin uztailaren erditsuta egoiti, ardiak antzutua dilerarik, aldeat egoiten dira, bi hilabete terdi, eran baita buru hilaren ogoi artio, bederen urrian lehen artio alba da, baina aurten etzen al, sobera idorzen, baina gure sistema hola da. Ez dut azpimarratu benen buru gorriak ditugu, birentzuk buru beltzak ditugu, ez buru beltza mendian hobeki hau egoiten da ene iduriko. Gorria ere, gehiu esne maite maitu kakotxen artean, beraz justizite hori galdu du, eta hori patitzen dugu orain. Zer egan, mendia enetako etxaldearen segida da, ulertzen duzien bezala etxean kontra dut, etxaldearen segida da, guk ere mendia ez baginu, nolazbait zailago izan entzen, ez ginen mentoaz olako tropa atxikitzen alko. Entxeatzen gira araike etxaldean ditugun lurretan bi belar kupa egitea, belar bat eta soro bat, eta errian baititut etxetik 6 kilometretan eta entxeatzen gira hiru kupa itera, ekspetitu ala azten ala, etxetik sobra urgun baitira. Hola biltzen dugu neguko zoaina pixka bat, baina petxatzen duzen dut bezala ez dugu apentziaik ere gaski eta erosten dugu hainitz egualdean ere. Mendia mirentxuk aipatu den bezala baliatzen dute anitzek, ni erdiz delako erdian niz, anitz ibiltari partitzen dira, hor goizetan baigorriko erritik eta garazira heltzeko, beraz baditugu enegu kutsia ere, zakurrak, ibiltariak ere, badugu fenomeno berri bat ere parrapant horiekin, haize da gure mendeta turbiltzea, beraz horbitzen dira kasik mendik kaskorat katkatra horiekin eta handik partitzen dira eta horik abereak izitzen duzte, haigira pixkanaka gauza horien kokatzen denak, beren ene moment zartzen eta baimentzen ere, baimenak galdeiten baiti uste ere, mendia, denena da, baina gehien bat guk dugu aleike baliatzen eta entretinitzen pentsu dut. Entrenitzen dugu gure txaldea, gure eneduriko bi moldetan, mendiko suia, egiten dugunak komozki utxaila marxuan, nahi baita ordiana, pentsatzen duzien bezala lurra hotza da, beraz ez du jeus ikustikorik ortengo udan ikustitugun iruridia horitan, mendiko suia da guretako beharrezkoa, ez duenetako makur handirik egiten kakotxen artean, kontrolatiak dira, baimenduak dira erriko etxeetan, beraz hori untsa menperatzen den gai bat enetako orain. Badugu haintxe hori ono egiteko, badira gune batzu, nun emaiten den suia eta nun ez den alatzen gero berekin gibiretik, behaz. Enetako gune horik behar dira babestu eta natura utzi egitera,
arbolak badakigu ze errola dien gaur egun. Hori gai horik ditugu barnatzen. Gure etxaldean biltzen dugu ere iratzia, nitzek badakiten, medan iratzia baliatzen dugu ungarria egiteko. Guk ardiak ungarrian ditugu, beraz egun guziz ezartzen dugu iratze pixka bat. Naiz ditutan aski erosten dut lastua ere, baina egiten dugu iratzia 6-7 hektaretan, beraz biltzen dugu apotres ogoi bat tona iratze. Netako iratzia iziarri ona da, zenta badu ezetasuna iresten du, lastoa beno gehiago, nahi diriko. Eta etxean ondoan dugun gauza da. Ez dugu ekartzen egualdetik, nomait. Baina iratzea itiare galdeiten dugu indarra, fisikoki, zenta pentsatzen duen bezala maldetan biltzen da. Guk adibidez gure etxean motofosezaikin mozten ditugu denak. Eta joan den urtean erosi dut ere motofosezan puntan ezartzen den biltzekoa. Zenta ez baita errez auzo edo familiako elkar laguntza horren ukaitea gehiago. Beraz tresnatu gira, ukan ditugu ere laguntzak, mendiko laguntzak badira tresnatzeko. Beraz nik auto hori egin dut. Anitzek ez dute gehiago biltzen, jatzerik, eta mentuaz diren da, berriz, modara. Zer erran gehiago mendian sortia delarik, beti erresago da mendiaren erabiltzia. Nik jatze egitea, su egitea, ikusi ditut, behaz ikasi ditut ere. Eta nahi ditut, ene semeari transmititu ere. Ene alabari ere, ez da bate gai hortan, menan egiten da, hori egotik behar da, eakutsi, zenta bestenaz galduko dira. Bizik ontsa, Fantsoa, bai, tenorez bikain. Joanen gira beraz Basina Barrotik eta urrun, hod eskualderat. Eta ian hire txaldea orkesten alba daukuk. Ez dakiat bat ere hemen entzun dituzkan mendiko... Bai, ez dakiat bat ere hemen entzun dituzkan gauzak eta hire egunerokoa diren. Erran nahi diat mendi erretzea edo transhumanzia ditzenen hori. Esplikatzen daukuk nola den hire sistema hori eta mendiaren baliatze hori nola kudeatzen dukan? Oui, bonjour. Voilà, du coup, je m'appelle Yann Vétois. J'arrive de l'Aude, donc de la commune de Fangeau. Et je suis éleveur de brebis allaitantes, puisque surtout la production dans l'Aude et dans les départements de l'ex-Languedoc-Roussillon, c'est plutôt de l'agneau allaitant et le lait est plutôt réservé aux Aveyronnais. Pour le Roquefort, bien entendu. Voilà, et du coup, donc, ma ferme, dont on est installé hors cadre familial depuis 10 ans avec ma compagne. On a développé donc un atelier de brebis allaitantes et aussi on a un atelier de poules pondeuses et de poulets bio. Voilà, sur des petits effectifs, puisqu'on a 2 bâtiments de 300 poules pondeuses et on abat environ 2000 poulets par an. Voilà. Et après, pour essayer de faire un lien sur la question des paysages, et du coup, il y a des points communs avec ce que vous faites, puisque en effet, il y a de l'écobuage qui peut être fait. Mais je voudrais d'abord vous présenter la différence climatique qu'on a, puisque en allant vers la Méditerranée, il y a un changement de climat important, puisque on part du climat océanique pour aller vers le climat méditerranéen. Et l'Aude se situe vraiment à la transition de ce changement de climat. Et du coup, de la végétation qui va avec, et donc de l'utilisation différente des sols
Donc quand on part de l'ouest de l'Aude, donc à partir de Castelnaudary, on a plutôt du coup des cultures. On a la montagne noire sur laquelle il y a de l'élevage et le début des piémonts, donc qu'on appelle la Piège et le Razès, et qui sont du coup des piémonts suivant l'exposition nord ou sud. On va avoir une végétation plus ou moins méditerranéenne. Voilà, et donc moi, ma ferme se situe vraiment sur ce type de paysage, donc environ à 350-400 mètres d'altitude, avec des zones très méditerranéennes, donc des garrigues, aromarins, atteints, et avec une plante très appétante pour les moutons qui s'appelle l'affilante de Montpellier. Et voilà, et donc plus on va vers la Méditerranée, et plus on retrouve cette plante, qui est du coup une plante qui nous permet notamment de maintenir en état les brebis pendant l'hiver. Voilà, puisque nous, en système allaitant, l'objectif est de vraiment diminuer nos coûts alimentaires, puisqu'on ne valorise pas aussi bien l'agneau que ce qu'on peut valoriser le lait. Et donc l'important pour nous, c'est d'avoir des charges alimentaires plus faibles et donc de valoriser ces espaces voilà, pour maintenir du coup, en état nos brebis. Et du coup d'essayer de faire plutôt les agneaux au moment de la pousse de l'herbe et donc au mois de mars. À partir du mois de mars jusqu'au 15 juin, là où on va plutôt sevrer les animaux. Voilà. Aussi, ce qui est important dans l'Aude, c'est qu'il y a une forte il y a eu un changement dans le troupeau, notamment depuis les années 90 et la PAC de 92, où le troupeau bovin a sérieusement augmenté au détriment du troupeau ovin. Et donc, ce qui fait qu'il y a une utilisation de l'espace beaucoup moins bonne avec les bovins que ce qu'il pouvait y avoir avec les ovins. Et ça, on le retrouve aussi bien dans les espaces de collines, de garrigues, et aussi dans les espaces de montagne. Voilà, de plus en plus, l'espace est occupé par les bovins et de moins en moins par les ovins. Et du coup, les estives sont de moins bonne qualité et même on a du mal à trouver des places. Voilà, moi, par exemple, j'arrive pas à trouver de place pour aller à la montagne. Donc cet été, par exemple, qui était très sec. Donc nous, pour l'instant, on a eu cette année 350 mm d'eau. Et donc on arrive à passer. Voilà, en bas, vous verrez, il y a mes animaux qui sont dehors. Donc j'ai quelques animaux d'exposés en bas. Et du coup, on arrive à passer, mais voilà, il faut vraiment qu'elles apprennent à valoriser les espaces de sous-bois, les espaces de collines. Voilà, et donc ça demande de la garde ou alors du travail en clôture mobile. Et donc un peu comme Marichou, ça nous demande beaucoup de main d'œuvre qu'on n'a pas forcément. Et donc on jongle voilà, entre la garde, des parcs, les filets, pour essayer d'alimenter au moins pour que ça nous coûte le moins cher possible l'alimentation des brebis. Et qu'on puisse du coup un peu la tourner vers les agneaux, notamment l'été. Les agneaux qu'au sevrage on rentre en bergerie pour les finir de les engraisser. Voilà, alors aussi une autre donnée importante dans l'Aude. Donc l'Aude est frontalier de l'Andorre, et l'Andorre, avant d'être un pays touristique et un pays de voyage, était un peuple d'éleveurs. Et donc il y avait énormément de moutons, et donc qui vivaient l'été dans les montagnes et qui l'hiver descendaient dans les plaines de l'Aude et qui allaient pâturer depuis Béziers jusqu'à chez moi, donc Fangeau. Et donc les Andorrans valorisaient les vignes, les collines et de nombreux espaces qui maintenant sont plus utilisés, quoi. Et donc si on fait le même travail qu'a fait Guillaume sur les paysages, voilà, on va constater un embroussaillement et un refermement, vraiment un paysage qui se referme. Et ça, on a vraiment du mal à le regagner vu que nous, plutôt, la population d'éleveurs diminue. Voilà. Et donc ça, c'est vrai sur tout le département. Et c'est vraiment d'autant plus vrai dans des zones comme les Corbières, donc là qui est vraiment un piémont pyrénéen très sec, qui de l'autre côté donne sur les fenouillettes dans les PO. Et voilà, donc là on a vraiment un problème, un paysager, un problème aussi avec les sangliers. Donc on a vraiment une population de sangliers très importante dans l'Aude et qui donc détruit les champs, détruit les prairies, détruit les fourrages. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière, dans l'Aude, il s'est tué presque 25 000 sangliers. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai problème qu'on a pour la cohabitation, notamment de l'agriculture et d'une agriculture paysanne. Voilà. Et ça va avec aussi un changement dans la viticulture, puisque malheureusement,
Pour continuer à maintenir une viticulture qui produit beaucoup, on va vers des systèmes irrigants en viticulture plutôt que de continuer vers une viticulture sur des parcelles sans irrigation avec des plus petits rendements. Et voilà. Donc on a une vraie question paysagère et une vraie question d'entretien chez nous aussi, et qui malheureusement dans certains endroits devient très compliqué. Voilà, parce qu'on a vraiment du mal à installer de nouvelles personnes. Et on n'a pas de filière comme vous ici en lait. On n'a pas une filière d'AOC viande d'agneau ou d'AOC viande bovine. Et donc on a plus de mal à valoriser nos produits. Mil esker, Jan. Itza eman dut bai Moniki, eta berak mendia baliatzen du, esplikatuko du, nola den bere etxalde sistema eta mendiaren baliatzea fite-fitea. Baina bereziki etxalde tipien gaia du aipatuko, hori Konfederazioan Peizan bailan eta bereziki hemen LB bailan borrokatu den gai bat da, lan talde bat muntatua izan da, eta horren berri emain dautzie, etxalde tipi hainitz baitira eta bereziki mendia eskualdean. Bonjour, moi et mon mari, nous sommes... Ah oui, il faut que j'enlève ça. D'accord. Donc moi et mon mari, nous sommes paysans Soule depuis 30 ans sur une petite ferme de 18 hectares avec 150 brebis laitières. Nous transformons tout le lait en fromage au soirati et nous pratiquons la transhumance pendant 3 mois dans le Béarn. Là aussi, on fait du fromage. Alors depuis 2008, nous faisons partie d'un groupe de petits paysans qui s'est formé pour mener une réflexion sur le maintien et le devenir de nos petites fermes. Pour ça, il fallait d'abord les définir. Nous sommes partis d'une définition validée en 2002 sous le ministère de Glavany. Nous avons juste réactualisé cette définition. Donc ça concerne en fait 30% des fermes. Nous avons aussi voulu comprendre ce que ça représentait pour nous d'être petits paysans. C'est pour nous la conviction d'être à notre place sur une petite structure que l'on refuse de s'agrandir et que l'on préfère garder un voisin plutôt qu'avoir des hectares en plus. Ce qui nous est apparu aussi, c'est qu'elles disparaissent plus vite que les autres. Les différentes politiques agricoles depuis les années d'après-guerre ont accéléré leur disparition. Les aides PAC sont forcément injustes puisqu'elles sont liées au nombre d'hectares cultivés et à la taille des troupeaux. L'accès de ces aides est de plus en plus sévère, mais il n'est jamais plafonné. Ce qui nous semblait aussi important, c'était de mesurer leur rôle social. Plus de petites fermes, c'est plus de paysans, c'est un territoire habité, plus vivant, plus attractif, avec plus de liens sociaux et aussi des services publics, des écoles, des commerces. Les petites fermes ont aussi un impact positif sur l'environnement. C'est un territoire mieux entretenu car elles sont souvent dans des zones défavorisées, ce qui a été dit tout à l'heure. On s'interroge aussi souvent sur la rentabilité de nos petites structures. Des études récentes nous montrent qu'elles sont au moins aussi rentables que les autres si on avait le même montant d'aide publique. De plus, un récent sondage réalisé par l'Institut IFOP montre qu'une grande majorité de citoyens français reconnaît le rôle et l'importance des petites fermes. Pour conclure,
même si nous ressentons une forte injustice quant à la reconnaissance de nos petites fermes, même si nous sommes quand même un peu inquiets pour la jeune génération qui arrive sur de petites structures, notre réflexion nous a confortés dans nos choix et dans le fait qu'elles méritent d'être défendues pour continuer d'exister. Voilà. Mila esker. Hitza gelari pasatu aintzin, nik banuke hola galdera bat, nahi duenak erantzun dezan, bertsolaritzan ari gira pixka bat, eta hemen zirezten laborariak, hasi gira main inguru hau, paisaiaren aldaketa aipatuz. Mena zuek egunereko lanetan, zuendako, paisaiaren egile zirezte, zindako importanta da hori, zuen helburu bat da hori, edo norbaiten nahi du bihitzaren horri buruz. Bai, paisaia enetako gure eskualdean, Guillaumek aipatu du ostian, gain erriguritan, mantantzen da. Nahi baita, oiana bere lekuan egoiten da, alatiak baitira untsa daude, baina gero kostakaldeat jausten delaik, hor ikusten da, alaik ere paisaia aldatzen ari dela. Nik ez dut gilapetzen ben handik, baina 30 urte honetan ikusten dut, hor mendi pareta bat ezagutzen dutenak iparla eskualde hori, hor hartalde guti joaiten da, mendirat. Mendia ere zaila da, gogorra da, ez du behar bada didukun abantailak, nahi baita bide hure zarze nahiz egin diren, lan batzu, baina eta hortarik ikusten da jatzia enetako kokatzen zen lehen 5-6 metretara ino. Eta ora ikusten da kasik 1000 metretat heldia dela iratzia, eta handitzen dela, hori da arrazoa, eta behin handituzkioz iratzia, gero abereak ez dira pasatzen gehiago. Eta zer da errestasuna, su emaitia iratzeari, eta fenomenoa ono handitzen da, suia maite, kalzioma maite du, zerak, iratziak behaz gehiago handitzen da. Eta hori nik ikusten dut ene etxetik, azken 30 urteetan enetako, eta oiana ere leku idor horietan, eta oiana aida bestitzen, ez da gehiago behar den bezala baliatia. Lehen sasoin honetan, lagazkenean, beti baziren edo xerri edo ardi antzueria, eta beti oianpean egoiten zenak, orain ez da ikusten gehiago. Hori ez da baliatzen, enetako ez da baliatzen gehiago. Ez, bakarrik erteko azken urteetan eta nik ez dut gibelapen handirik ere ez, baina argazkia hauetan agertzen dena da, azkuntzak paisaiak entretenitzen ditu eta moldatzen ditu, baina azkuntza mota batek, jana du kanpoko azkuntzak. Parleko azkuntzak ez ditu sekulan mendiak garbi atxikiko, ez ditu sekulan ez badira bortukoak ere etxalde inguruko pentziak garbi atxikiko. Zinez, azken urteetan eta beti danikola izan da, kanpoko azkuntzak moldatu ditu paisaiak. Eta uste dut hori importanta dela ere moldatzea, azpimarratzea gu ari gira kanpoko azkuntzan. Ez dut erten gu kuntza egiten dugula eta beste gezki egiten dutela, baina azpimarratu behar da eta kontziente izan behar da kanpoko azkuntzak dituela paisaiak moldatzen. Moi, je voulais juste apporter pareil un regard, parce que tout à l'heure dans ce que je vais présenter, je parlais de pratique, mais c'est vrai que pour faire le lien avec ce que disait Myrène Chou, la présence humaine en montagne, elle est primordiale pour le maintien des paysages. C'est en lien avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est vrai que des animaux à l'intérieur, c'est pas ça qui va entretenir la montagne, mais des animaux à la montagne, suivis par un berger qui conduit ses brebis, a un impact bien plus fort que des troupeaux laissés en pâture libre sur la montagne. Du coup, moi, je voulais faire le lien avec un dispositif d'aide
qui est mis en place là au niveau régional depuis une dizaine d'années et qui permet justement aux éleveurs bergers d'être subventionnés pour leur pratique, pour leur présence à la montagne et sur le volet éleveur berger, donc pour garder soi-même son troupeau, mais il est aussi pour embaucher un berger salarié. Là, sur le territoire de la montagne basque, depuis ces dernières années, grâce à ces dispositifs d'aide, on voit nettement augmenter l'embauche en fait, de bergers salariés qui est favorisée par ça. Ados, hitza eman dugu orain eta nahi duenari. Mikro bat hor gaindibiliko da. Otoi errazie nor zirezten, eta pausak zien galdera edo zien oharra. Ez ziztela otoi 10 minutako zerakiten, ez dugu denborarik. Ez dezagun persona bat baizik entzun, baizik eta gehiago. Bai, aian de Sibeotik, galtoe tekniko txipi bat parkatuko naizie. Hoi da, jatzia inunguian, uste dut hor baden gehi nausi bat, ondoko hilabete urte hoientako, alde batetik lastuain jostia, kanpotik jiten den lasto horren jostia kaiotzen aidela, hurrentik horra dela, eta jatzia bat dugu. Eta jatze hoi ez dugula, edo gutiegi jabilten dugula, edo kasik ez dugula habo jabilten. Eta berdemoan jatze horrek, emiak jabazten dutu alhagietan. Eta soluzionia oso simple agertzen zaiku, hori nahi da laboan txan ezkienentako eta laboa ezkienentako erraitia, bena jungitin jatze horren biltzea. Eta aipatu izan den bezala, gaiz da. Hene galtua da, jatze horrek gotza ikilan edo gotzain egiteko jabilten baita, artegietan eta behitegietan ez dakit, hoi beste galtu txipi bat. Bena jatze hoi, ez dia arrisku bat ekarten urtez urte azido tarzunain aldetik. Ez dia azido tarzuna mini bat ekarten hor geho lur asalai, jatzia jabiltez lastuaen ordez. Zinez galdera teknikoa, ez dakit errantzunen dutan, baina fisista... Bai, barkazak. Hain otrebe, pentsatzen dukan bezala. Menturaz galdera honauke, idatzia bera azidua izanez, eta guk ere txaldean lurrak azidoak ditugu, denak idatze maldak ziren demoran eta denak lur berretu dira. Pentsetan ekartzen dut, kisua, nik kasik urtero, jatzean kasatzeko eta ongarria ere hobekia ubaliatzen baita. Me ez dut alaike idatzia, biltzen dut ogoitona apapres, Ungarria egiten dut eunta ogoitona ardiekin, gainera kompostatzen dut ongarri hori, beraz kantitatea tipitzen da, hobetzen da ere, eta ez dut pentsatzen azidifikatzen ditutala lurrak. Gero, eniz fisista edo biologista edo nik etxaldia hola zagutu dut eta ez dut uste biziki aldatzen deneko. Nik pena zait alaike onbeste iatzia, aipatu dukan bezala, ez baliatzia. Eta hemen nahi nuke azpimarratu, gu Natura 2000 gune batian gira, beraz gure zonaldean laguntza tipi bat badugu idatze iteko, baina aipatzen dut laguntza zinez tipia da, 90 euro da hektaraka. Eta hektara baten lantzeko behar da laike 50 horren pasatu, tresnak dakizuen bezala garesti dira ere, beraz, egiten dozi l'equazion, erten bezala.
enetako ez da eskipagatia. Eta hortan da gakoa, jendeak nahi badute berriz hasi jatzere iten, beharko da lagundu. Aigira beti galdatzen herrialdeari, behar ditugula laguntza horik emendatu, bestenaz praktika galduko da. Eta lastoa, kario izanik ere, jendek lastoa erosiko dute. Galtzen bada idatze iteko hori, manera hori, ez pauzu ikasten, ez zira hasiko. Ez zira hasiko. Nun ez den tresnekin egiten ale. Eta gune zabaletan, menan idatzea komozki patarretan da. Pampi Zentumari, ben afarako laboraria eta mendia palen baliatzalea ere. Hor ikusi ditugu, entzun ditugu lau kasu, baigorri Arnegi Ord eta Xibero aldetik, interesgarriak dudarik gabe eta iduiz bizigarriak ere, eta etxaldeak hori esker bizi baitira, hori dira kasu bakar batzu eta biziki baikorrak, guri interesatzen zaigu ere jakitea zer dira tendentziak, zuek edo zuen praktika bera dituzte edo nola ikusten duzue geroa zuen aldetik. Nik Arneindako mintzatuko niz hasteko eta uste dut mendiko etxalde tipi gehienek ere mendiaren behar jabautela, beraz lehen baino gutio balimadari segitzen dute mendia baliatzen, borturat joaiten, eusten arten ginoen bezala etxaldiare bratzeko, zoainen biltzeko. Tendentzia da biztan dena gero eta demora gutio pastea bortuan. Bakar batzu gira, gelditzen gira deizten eta gaznetzen dugunak mendian, badira. Eta uste dut goizuntako gaznariaketan ere bortuko gaznandana bat bazela eta hori behi hona da. Baina egia da berriz ere lotzen dela etxaldean den japaroari. Eta hortan jonka handi bat da. Eta aintzineko galderari lotzeko ere iratzean itia biziki untsa da. Biziki untsa da ingurumenan dako, biziki untsa da troparen dako, arditean dako, baina horrek suposatzen du eskoak badirela. Gehienetan maldak baitira, Rodean batzuk xantza baute, traktoreekin iten aldute, baina gure etxean hasteko ez da ala. Eta horrek suposatzen du denbora gehiago pastu behar dela maldetan, jende gehiago behar dela, landierosa dela ere. Eta hori guzia lotu behar da, laborari batek egin beharrak dituen gauza guziekin sasoinean. Eta hastean, eta ez dira 35 eta holako mila gauza. Beraz, bai, iratzen biltzia untsa da. Alden inean iten da ono, egesago da lasto kamion bat sajaztia, karioago da, baina egesago da, eta laborariak egiten du ere duen denboraren arabera. Eta Arnegin hasteko iatziak egiten dira ono kotxia, ez lehen bezain bat, biztan dena hemen agertuko balitz hasteko Arneko egia ikusiko zen leko batzu zikindu direla edo sasitu eta iatze gutxu gure txaldean ere aurran nintzelaik egiten genituen iatze gehiago. Baina bakotsak bere etxaldean dituen ejaritateekin egiten du eta mendiaren baliatzearen hasteko gelditzen da mendiko etxalde tipien dako aterabide bat edo kasik aterabide bakarra nahi bada segitu. Du coup, non, nous, on n'a pas le même problème, c'est qu'on n'a pas autant de voisins que vous, quoi. C'est plutôt, on cherche les voisins, on aimerait bien qu'ils y reviennent. Non, ça dépend des endroits, mais oui, quand même, on a voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'il y a de la déprise et qu'il y a beaucoup de parcours et que ça demande de la main d'œuvre, de la garde, on n'a pas du tout assez de troupeaux pour entretenir l'espace de ce département, et du coup, de nombreux espaces s'embroussaillent. Il y a des endroits, ça va être le chêne vert ou le chêne kermès, et ça c'est plus du coup dans des espaces de collines comme les Corbières, et il y a des montagnes où malheureusement la bruyère prend le dessus, quoi. Et ça parce que malheureusement c'est pas assez bien pâturé, et par manque de troupeaux, et aussi par technique de garde. Il n'y a pas forcément dans toutes les montagnes le berger qui a tout le troupeau avec lui toute la journée, et où le soir elles vont à une couchade et le matin elles sont reprises.
Il y a aussi ce qu'on appelle, nous, la technique en escabote, où il y a des lots donc sur la montagne et que le berger, lui, fait en sorte qu'elle ne quitte pas les limites de la montagne. Voilà, il n'y a pas ce pastoralisme forcément comme chez vous ici, si j'ai bien compris, où on est au cul des moutons, quoi, si je peux le dire. Voilà. Mais nous, en tout cas moi, proche de ma ferme, c'est plutôt les voisins qui me manquent en élevage. Voilà, j'ai des voisins céréaliers, des voisins viticulteurs, mais je manque cruellement d'éleveurs. Et aussi, nous, on a eu un changement important. Alors, vous en avez entendu parler aussi. Enfin, vous avez eu quelques communes, mais vous avez réussi à les sauver au moment de la réforme de la carte des ICHN, donc l'indemnité compensatoire au handicap naturel. Et donc, nous, moi, je fais partie des 25 communes de l'Aude qui sont plus en zone défavorisée. Et donc ça, pour ces 25 communes-là, c'est un vrai coup de poignard, si je peux dire, pour favoriser l'élevage, quoi, alors qu'on en a besoin. Oui, bonjour. Je m'appelle Henri Salanab, je viens des Hautes-Pyrénées, je suis un éleveur à la retraite. Je suis membre du Conseil économique, social, environnemental Occitanie. Je trouve que l'étude qui a été faite est très intéressante. Je voulais savoir si, effectivement, vous l'aviez couplée avec une étude démographique, parce que je pense qu'il y a plusieurs manières de garder les milieux ouverts. Effectivement, on peut les garder ouverts avec un nombre de bêtes supplémentaires, avec une mécanisation. Maintenant, on arrive à aller dans des endroits très, très escarpés avec la mécanisation. Et ça veut dire qu'un milieu ouvert n'est pas synonyme de fermes nombreuses. Et je voulais savoir si effectivement vous aviez couplé ces deux études et si vous pouviez m'en dire un peu plus. Je vous remercie. Alors effectivement, pour l'étude paysagère, on n'a pas couplé avec la démographie, vraiment le nombre d'habitants par commune qui ont été étudiés, mais plus vraiment sur le volet pastoral. C'est-à-dire qu'on a, en parallèle de la cartographie sur les 60 ans, on a regardé, pour les communes on avait les données, parce que ce n'est pas des choses qu'on arrive à avoir facilement, les tableaux de transhumance, de déclaration de transhumance. Donc c'est-à-dire que les gestionnaires, chaque année, recensent combien d'animaux vont sur leur estive, de camp à camp, combien d'effectifs, etc. Du coup, on a regardé un peu ces tableaux-là. Et en fait, le constat, on s'imaginait, pour certains secteurs, à avoir une chute complète du nombre de chargements, enfin d'UGB, voilà, d'unités gros bovins, du nombre d'animaux à l'échelle de l'estive. Et en fait, pas tant. Mais c'est vraiment sur le fonctionnement que ça a changé. C'est-à-dire qu'on avait plein de petits troupeaux. Et aujourd'hui, on a beaucoup moins de troupeaux, mais beaucoup plus gros. Donc en fait, aux effectifs, eh ben, on a pas mal d'estives où on est stable, voire en légère augmentation. Après, ça vaut pour la Basse-Navarre, on va dire. Si on fait le même travail sur la Rune, qui est le massif le plus à l'est, bah là, non, clairement, les effectifs ont diminué quand même au fil des 60 dernières années. Donc voilà, cette étude, on l'a un peu menée, mais sur la partie vraiment pastorale, avec combien de troupeaux, quels effectifs par troupeau. Oui, bonjour, je m'appelle Samuel Marguet, je suis paysan dans les Hautes-Pyrénées avec des brebis, des vaches, des chèvres. Et je voulais juste, je trouve qu'il y a une dimension qui a été un peu abordée par Yann et puis aussi un peu par Madame Saut je trouve que ce qui manque un peu dans la dimension que vous avez présentée là, c'est de parler un peu des politiques publiques, quoi. Je trouve que quand même les modèles agricoles et les pratiques paysannes qu'il y a en montagne, quoi, elles sont drôlement impulsées, on va dire, par les politiques publiques et notamment par la PAC. Et donc Yann t'en a parlé un peu sur l'ICHN, sur le fait effectivement, quand on se retrouve avec un manque, entre guillemets, d'une année sur l'autre, d'une aide ou d'une mesure, ça peut manquer sur une exploitation, sur une ferme, quoi. Mais ce qui est assez rigolo aussi, c'est que là, vous avez fait intervenir que des éleveurs, entre guillemets. Du coup, quand même, dans les pratiques paysannes de montagne, il pourrait y avoir peut-être d'autres modèles. Et c'est vrai que l'élevage est largement subventionné sur les zones de montagne, de plus en plus, avec la PAC de 2015, la mise en place de la PAC de 2015, quoi. Et du coup, peut-être qu'on se retrouve avec un appauvrissement ces derniers temps de pratiques qui sont plus diversifiées avec des modèles un peu différents, quoi.
Bai, hildo horretik berdin gogoeta batzu, egia da, hemen azleak baizik ez direla. Gure mendi eskualdeko eta etxaldeen izpilua dau, nahi dut, etxalde gehienak berezitu dira, Ipar Euskal Herriko mendi eskualdetan, azkuntzari. Arrunt, ardia, esneiteko ardia dira nagusitu, arrunt, eta ikusten dugu azken hamarkadetan Ipar Euskal Herriko laborantza berezitzen ari dela. Eta mendiain kontra, zinez, oso irati sormarkaren eragina da. Eta nunbait kontradizione batzutarat heldu gira. Berezitzen da eskualde bat, sormarka bat martxandelarik eta hor indar ekonomikoa maiten baitu. Baina berezitzeak bere arazoak eta ondorioak ekar ditzake. Gure erraitatea hori da. Horren ondoan alaike badira beste perspektibia batzu, azkuntzari gehien bat, gure herrian bada mahastik gintza ere, irurigi sormarka Baidurriko eskoldean da. Bada gaztean dana bat, plantaturik, gainera nitz biologikoan plantatzen dira gaur egun. Egia da ez dute diru publiko horik. Hori hala da. Hala, azletan bada alaike itzulgune bat gaur egun kakotxean artean lehengo arrazatarat itzultzen ari gira. Menturaz mendiaren hobeki hau baliatzeko ere. Adibide batzu badira hemen Pireneika behi sailean, sasi ardia ere, eskualtxerria, horiek denak hemengo gunetan diren proiektu berri batzu dira. Kusten ditugu hori, kanpotik egiten diren baratze gintzan, fruitu tipiak, gaztainaren inguruaren bada talde bat ere lanean ari dena, horik denak enetako geroa ez da azkuntzan bakarrik. Bonjour, Julien Baudelet, je suis éleveur dans l'Aude aussi, sur un éleveur de brebis, en système transhumant, du coup en haute montagne. Et alors nous, on est face à enfin pas forcément un problème, mais les acteurs locaux qui sont l'ONF par exemple, ou la chasse, vous n'entendez pas, régissent un peu les montagnes et aussi orientent comment on va pouvoir les utiliser. Et je me demandais comment ça se passait pour vous ici, cette pratique, les locations des montagnes, les utilisations. Parce que nous, par exemple, ça se reboise en montagne parce qu'il n'y a plus de filières bois qui sont à côté. Et du coup, l'ONF n'a pas de débouché pour son bois, mais continue à travailler pour que le bois continue à être là, alors que nous, on a besoin de plus d'espace de pâture. Et voilà, je me demandais comment ça se passait ici, autour de ces acteurs-là. Harrapusta hemen nauzut, leheniz baina autetxi ere, herrian, eta mendi kudeatzeko sendikatean autetxeniz. Kudeatzen ditugu 8.500 hektara, eta horien artean badira 3.000 hektara oian. Parte bat ONF-ari emana dugu atxitziko, mentantzeko baimena, eta egia erran untsa pasatzen da haiekin, ez dira kakotxean artean, sobera kakeingarriak, ez dira maitez bada hain langileak ere, hartxe maiten dut, balaike hoianan inguruan anitzeiteko, baina nik ez dut ikusten eredu handik. Ihiztariak ere aipatutuzu, una dinaitzin ihiztariekin egindut aperitefa bat, nik galde gina nituen goizian, diteko gure etxe ingurietat, zenta basurdeak aiziren iesean egiten gure funtsetan. Beraz, bada denen behar, ihiztariak ere behar dira.
Et pour compléter sur la gestion collective de la montagne, c'est vrai que ici en Pays Basque, on a beaucoup de gestionnaires d'estives. Donc il y a les commissions syndicales, donc dont fait partie la commission syndicale de Baïouri. Il y en a au total 4, une sur la Soule, une sur les montagnes au-dessus de Saint-Jean-Pied-de-Port, la vallée de Baïouri et l'Ostibaré. Et après, en fait, on a beaucoup de communes qui sont elles-mêmes propriétaires et gestionnaires des terrains. Donc en fait, la relation entre les éleveurs se fait directement avec les élus de la commune. Alors, quand il y a les élections municipales, les nouvelles personnes qui arrivent ne sont pas toujours au fait, en fait des choses, mais nous, on fait partie des services qui les accompagnent sur ces questions-là. Et après, le dernier type de gestionnaire qu'on peut observer, c'est les associations foncières pastorales, pour les secteurs qui sont très fragmentés, où on a beaucoup de privés, peu de communal. En fait, il y a eu quand même une organisation collective qui s'est faite pour maintenir la vocation pastorale grâce à des associations de propriétaires privés. Voilà. Ez dira beste galderarik edo oharrik? Oui, Olivier, Confédération Paysanne de l'Aude. Oui, je voudrais quand même revenir sur la chasse parce que il y a déjà eu une intervention dans ce sens-là dans le débat de tout à l'heure sur les différents usagers de la montagne. Et en fait, je sais pas, peut-être que c'est parce que notre réalité est complètement différente, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas compris quand on intervient sur ce sujet. Parce qu'en fait, dans l'Aude, on a des réels problèmes. C'est-à-dire qu'on chasse les éleveurs de la montagne pour que les chasseurs puissent chasser en paix. Il y a une influence aussi des chasseurs dans les conseils municipaux. Là, par exemple, on a un éleveur de la conf de l'Aude qui avait l'habitude, qui avait des terrains communaux depuis 9 ans, quoi. Et là, son bail est arrivé à terme. Et en fait, on lui refait un bail, mais on lui demande de plus venir pendant la période de chasse. Donc voilà, c'est pour ça donc du coup, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a besoin des chasseurs dans le sens où Yann l'a dit tout à l'heure, on a une surpopulation de sangliers et de cervidés qui pose de gros problèmes à la fois pour l'agriculture, mais aussi pour la biodiversité et même pour la forêt, pour le développement de la forêt. Mais c'est vrai qu'on est dans un département, alors apparemment c'est pas le cas chez vous, mais on est dans un département où c'est très difficile la cohabitation entre la fédération de chasse et l'agriculture paysanne n'est pas toujours facile, mais on a bien conscience qu'on a besoin des chasseurs, mais on n'arrive pas en fait à s'entendre sur certains secteurs correctement avec eux. Behar bada arrapostu parte bat, Bai, errealitateak desberdina dira, arrunt. Nik ez dut ezagutzen hemen iparraldean, ez dut ezagutzen, behar bada izan dira, benan laborariak edo aipatzen zenituen lur alokatze eta alako gauzak, iztarien eraginez, nunbait laborarieri kenduak. Eta balin bada guti izan da lakorik. Uste dut lotua dela baita ere zunbat laborari baden Ipar Euskal Herrian. Hainez galdu dira, azken 10 urte horietan badakigu, baina beste lekuetan, baina anitzez gehiago dira, etxaldiak tipia dira, eta etxaldiak tipia dilarik eta eremu guziak okupatua dilarik, arra nahi du, jende aniz badela hortaz bizi dena. Eta jende aniz delarik hortaz bizi delarik, badu indar bat, eta laborari guti eta etxalde handia dilarik, beste indar mota bat dute behar bada pakaren primak eskuratzeko gaitasunarengatik, baina sozialki pizua galtzen dute, behar bada hori da, baita ere desberdintasun bat. Je pense qu'un autre élément de réponse, c'est que ici, la plupart des paysans sont aussi chasseurs.
c'est pas des gens d'ailleurs qui viennent chasser. Enfin, sur certains types de chasse, mais sur la chasse au sanglier au moins. Bon, pour la palombe, en bon temps, c'était des gens d'ailleurs qui venaient, mais pour la chasse au sanglier tout l'hiver en présence ici, ce sont des locaux et des paysans qui vont le dimanche chasser. Oye, Gerduk. Du coup, non, nous, il y a de moins en moins d'agriculteurs qui sont chasseurs, en effet. Ouais. Voilà, mais après, on a sur la question de la chasse, il faut. On a tous le même problème sur l'arc méditerranéen. Si vous, avec les autres, quand on parle avec les confédérations paysannes de la région PACA, c'est les mêmes soucis, si vous voulez. Mais c'est le souci de l'agriculture méditerranéenne en tant que telle. Malheureusement, elle n'est pas reconnue comme une agriculture de montagne, alors qu'elle devrait l'être. Et si vous voulez, cette non-reconnaissance de l'agriculture méditerranéenne comme une agriculture en milieu difficile fait qu'elle n'est pas entretenue du coup. Il y a une disparition de la viticulture au profit d'une viticulture irriguée, il y a une disparition de l'élevage, et donc c'est des milieux qui se referment, qui prennent feu l'été, et dans lesquels il y a des sangliers, des cervidés qui se développent très très facilement, quoi. En plus, avec le réchauffement climatique, ils ont tendance à faire plus de portées, et dans chaque portée, il y en a plus, donc c'est exponentiel à la vitesse à laquelle ils se développent, quoi. Mais je crois qu'on a vraiment... on aurait intérêt à... Mais ça a déjà été discuté au sein de la Confédération paysanne, et il me semble, cette réelle distinction dont on aurait besoin pour une agriculture méditerranéenne. Mais je crois que ce qui s'est passé cet été, les feux, et en fait je vais le tourner comme ça pour être un peu provocateur, mais c'est une opportunité en fait pour que les gens se rendent compte que si ce milieu n'est pas entretenu, en fait c'est dangereux pour l'homme, et c'est des espaces qu'on ne maîtrise plus, quoi. Voilà. Non, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Je pense qu'un des problèmes peut-être des milieux méditerranéens aussi, il y a peut-être moins de chasseurs, je pense, parce qu'il y a des endroits où il y a moins de chasseurs. Il y a du mal à faire les quotas de poulets battus. Même ici, par endroits, dans les Landes, il y a un problème de nombre de chasseurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu par rapport au milieu dont tu parles global, c'est de l'urbanisation qui a été laissée faire de tout à fait un peu mitée. Je veux dire, au Pays Basque, on n'en parle pas souvent, mais on a du mal à gérer les endroits parce qu'on a laissé faire des maisons dans tous les milieux, et que le chasseur, normalement, ne peut pas aller dans certains endroits chercher la faune qu'il devrait, le sanglier ou le chevreuil, etc. Il n'y a pas ce problème-là. Pardon. Alors l'Aude, elle n'est pas urbanisée comme les départements de la région PACA. Alors il y a une urbanisation qui est existante et qui grandit, mais les Corbières, par exemple, c'est très très peu urbanisé. C'est des villages, c'est des densités de population. On est autour de 3 à 5 habitants au kilomètre carré. Donc c'est des densités de population très très faibles, et qui sont plutôt maintenant des terrains de jeu d'une chasse bourgeoise de gens de Toulouse qui viennent chasser. Voilà, donc si vous voulez, ça n'aide pas à ce que c'est de la chasse business, quoi. C'est pas de la chasse vivrière, si je peux dire, quoi. Bai, uste dut hortan bururatuko dugula main inguru hau. Nire esker main inguruko jender eta denborak atxikirik eta uste dut untxa azaldu dituztela, errana zituztenak. Bostetan hemen bada beste main inguru bat, handire naia elkarteak animaturik, eta gaia izanen da gizon eta emazten berdintasuna noiz. Hala? Filmatipi bat, antzerki moldean eta emazte talde batek landu dituen eta antzerki tipi batzuk. Ohartzeko egunerokoan erraiten ditugun edo egiten ditugun gauzak, eta dugu erreputarik gizon bezala mintzoniz hor, ze astoak izaten algiren emazteekin. Biziki boita da, bideo hori ikusi dut. Eta mementu berean, beraz, auto bat beharko utzi egin, edo hemen gelditu bostetan, edo beste gelara joan, mementu berean izanen da mendiaren bariatzeari buruz, mendiaren bariatzea prehistorian. Beraz, prehistoriatik has eta erdi aro hartio.
Pablo Martikorenaren eta mintzaldi bat izanen da. Ara, finitzeko normalki niz hemen goiten animatzailean, orsutik, baina finitzeko kaskak itzuliko ituzilarik, han ikusiko guzie badela alako paper tipi bat. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak bere sos emaile kanpaina abiatia du, eta nahi bauzute lagundu busetaren horrekatzen eta abar, han bauzi behar den guzia, eta ez dut besterik erraiteko, mil esker, eta lurra maon.